Dans les annales de l'histoire américaine, la Seconde Guerre mondiale est souvent considérée avec nostalgie comme la dernière bonne guerre, un modèle de clarté morale dans un monde déchiré par la tyrannie et l'oppression. Cette idée a gagné en popularité lorsque les conflits ultérieurs, comme la guerre du Vietnam et la guerre de Corée, ont perdu le soutien du public. Rejoignez-nous pour un voyage captivant à la découverte des découvertes les plus remarquables, surprenantes et incroyables de la Seconde Guerre mondiale et découvrez les secrets, les histoires et les artefacts qui continuent de façonner notre compréhension de ce moment charnière de l'histoire. Numéro 20, Musashi, titan d'acier de la marine impériale japonaise. À la fin des années 1930, un cuirassé révolutionnaire des mers est né. Musashi, un colosse nommé d'après l'ancienne province japonaise. Faisant partie des 4 titans de la classe Yamato, Musashi possédait une envergure et une puissance de feu sans précédent. Cette forteresse flottante était armée jusqu'aux dents de 9 canons principaux de 460 mm, capables de déchaîner une dévastation infernale en haute mer. Son arsenal secondaire se composait de 4 tourelles triples de 155 mm récupérées sur les légendaires croiseurs de classe Mogami, tandis que 6 hydravions fiables étaient prêts à repérer l'ennemi. Le 5 août 1942, le Musashi fut officiellement mis en service à Nagasaki, rejoignant les rangs d'élite de la première division de cuirassés aux côtés de ses redoutables frères, le Yamato, le Nagato et le Mutsu. Au cours de l'année 1944, ce puissant navire se lancera dans une série de missions clandestines, transférant troupes et matériel entre le Japon et ses lointaines îles, toujours vigilant et prêt à attaquer. Cependant, le règne de Musashi fut interrompu brutalement le 24 octobre 1944, lors de la bataille du golfe de Leyte. Le colosse fut victime d'un déluge de 19 torpilles et de 17 bombes lancées par des avions embarqués américains, l'envoyant dans les profondeurs de la mer de Sébouillan. Plus de la moitié de son équipage fut secouru, mais le Musashi était perdu dans les profondeurs de l'océan. Pendant plus de 70 ans, le lieu de repos du Musashi resta un mystère, un secret gardé par la mer. Nombreux furent ceux qui tentèrent de le retrouver, en vain. Mais Paul Allen, cofondateur de Microsoft et passionné d'histoire navale, était déterminé à découvrir la vérité. Il parraina une équipe de recherche qui passa 8 ans à éplucher les archives historiques du monde entier, utilisant une technologie de pointe. Finalement, en mars 2015, la persévérance de l'équipe porta ses fruits. À bord du yacht de haute technologie Octopus, les chercheurs utilisèrent un véhicule télécommandé pour explorer les profondeurs de la mer de Sibuyan. C'est alors qu'ils découvrirent le Musashi gisant à 900 mètres de profondeur, sa coque massive témoignant de l'ingéniosité et du sacrifice d'une époque révolue. Numéro 19. L'aigle nazi. L'aigle nazi, aussi connu sous le nom de Reichsadler, est devenu un symbole tristement célèbre du parti nazi depuis son adoption en 1923. Son image est également devenue une tendance populaire sur les vêtements, les tatouages et les accessoires, malgré son histoire controversée. Il n'est donc pas surprenant qu'une vive polémique ait éclaté après la découverte d'un aigle nazi en 2006. En février 2006, un aigle nazi a été récupéré du cuirassé allemand Admiral Graf Spee, qui a coulé au large des côtes uruguayennes pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Graf Spee était un cuirassé qui a terrorisé les navires marchands alliés dans l'Atlantique Sud avant d'être endommagé lors de la bataille du Rio de la Plata. Son capitaine, déterminé à empêcher sa capture, a ordonné le sabordage du navire, l'envoyant au fond de l'océan. Pourtant, l'aigle nazi, pesant plus de 360 kilos, est resté intact. Lorsqu'il a été remonté à la surface, la controverse a éclaté quant à son sort. En 2014, la Cour suprême d'Uruguay a statué que l'aigle appartenait à l'État uruguayen, le groupe de sauvetage ayant droit à 50% des recettes de la vente, mais réclamant une part des bénéfices. Certains ont proposé d'exposer l'aigle pour financer l'armée uruguayenne, tandis que d'autres ont plaidé pour sa vente. Le sort de l'aigle nazi demeure incertain, laissant aux autorités le soin de décider de son avenir. Numéro 18, la réserve d'or nazie. La découverte de la mine Merker en 1945 est l'une des histoires de trésors les plus étonnantes de l'histoire. Grâce aux renseignements des services de renseignement, la 3e armée du général Patton a découvert un immense butin, comprenant de l'or, des bijoux précieux et des œuvres d'art irremplaçables, cachés au plus profond de cavernes de sel à 320 km au sud-ouest de Berlin. Ce qu'ils ont découvert était époustouflant.
8000 lingots d'or scintillant dans la pénombre, 55 boîtes de lingots d'or empilées comme des coffres au trésor, et des centaines de liasses de devises étrangères, dont une grande partie avait été pillée dans des musées et des banques centrales à travers l'Europe. L'excitation de la découverte du trésor caché dans la mine de Mercœur fut de courte durée, car une sombre vérité apparut. Les nazis avaient également exploité le site pour accumuler de l'or, des bijoux et des effets personnels brutalement saisis aux victimes des camps de concentration. Dans une course contre la montre, l'armée américaine s'empressa d'extraire le trésor de la zone désignée par les soviétiques avant l'arrivée des soviétiques. Après la guerre, le butin fut largement réparti entre la commission tripartite de l'or, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Des décennies plus tard, les survivants de l'Holocauste et leurs familles continuent de réclamer la restitution des millions de dollars d'or, toujours entreposés à la Réserve fédérale de New York, un souvenir poignant des atrocités commises pendant la guerre. Numéro 17, la Chambre d'Ambre. Le 22 juin 1941, Adolf Hitler déclencha l'opération Barbarossa, une invasion monumentale qui propulsa 3 millions de soldats allemands au cœur de l'Union soviétique. En déferlant sur le pays, les forces nazies laissèrent derrière elles destruction et pillage, s'emparant de dizaines de milliers de précieux trésors artistiques. Parmi les prix les plus convoités figurait la resplendissante Chambre d'Ambre, un chef-d'œuvre d'une beauté incomparable que les nazis croyaient à tort avoir été réalisé par des mains allemandes et destiné à devenir propriété allemande. Alors que les forces ennemies se rapprochaient de Pouchkine, une tentative désespérée de préserver le patrimoine culturel du palais, Catherine s'engagea. Responsables et conservateurs se lancèrent dans une course contre la montre pour démonter et dissimuler la Chambre d'Ambre, espérant la protéger des envahisseurs. Alors que l'ambre sec commençait à se désintégrer, les responsables tentèrent un camouflage désespéré, dissimulant la pièce derrière un fin voile de papier peint. Cependant, cette ruse échoua à tromper les soldats allemands, qui démontèrent rapidement la Chambre d'Ambre en 36 heures, emballant soigneusement ces éléments dans 27 caisses à destination de Königsberg, en Allemagne. La pièce fut méticuleusement remontée au musée du château sur la côte baltique, où elle resta exposée pendant 2 ans sous l'œil attentif du directeur Alfred Rode, un passionné d'ambre qui étudiait l'histoire de ces panneaux. À l'approche de la fin de la guerre, fin 1943, Rode fut chargé de démonter à nouveau la Chambre d'Ambre. Tragiquement, les bombardements alliés d'août 1944 réduisirent sur la ville en ruine, laissant le musée du château en ruine. Le sort de la Chambre d'Ambre resta mystérieux. La disparition de plusieurs tonnes d'ambre invraisemblables déclencha une quête de réponse qui dura des décennies. Différentes théories furent avancées. Certains pensent que les caisses en furent détruites lors des bombardements de 1944, tandis que d'autres spéculent que l'ambre serait toujours cachée à Kaliningrad, ou gîte au fond de la mer Baltique, perdue dans les profondeurs après avoir été chargée sur un navire. Un tournant remarquable survint en 1997, lorsqu'une mosaïque de pierre italienne, à la fois palpable et palpable, fut découverte en Allemagne, en possession de la famille d'un soldat qui affirmait avoir joué un rôle dans le démantèlement de la Chambre d'Ambre. Cette découverte fortuite s'avéra une pièce essentielle du puzzle, car la mosaïque était l'une des 4 pierres qui ornaient la Chambre d'Ambre. Les autorités russes prirent possession de la mosaïque, qui devint un élément essentiel des efforts de reconstruction en cours. En 1979, le gouvernement soviétique lança un ambitieux projet de recréation de la Chambre d'Ambre de Tsarskoïe Selo, une entreprise qui dura 24 ans et nécessita le savoir-faire de 40 artisans qualifiés de Russie et d'Allemagne. Ce travail minutieux aboutit finalement en 2003 avec l'achèvement d'une réplique époustouflante, témoignage de la beauté et de la grandeur de l'original. Numéro 16, l'armée fantôme. Lorsqu'on imagine la guerre, on imagine souvent des soldats robustes, armés de lourds canons, combattant avec acharnement sur les lignes de front. Mais parfois, les guerriers les plus efficaces ne sont pas ceux qui possèdent les plus gros canons, mais ceux qui ont l'esprit le plus vif. L'armée fantôme est une unité de déception tactique de l'armée américaine qui a joué un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'était pas un bataillon comme les autres. Leur artillerie était purement décorative, leurs chars ne bougeaient pas d'un pouce et leurs membres étaient plus à l'aise avec des pinceaux et du matériel sonore qu'avec des fusils. Ces 1100 artistes, designers et ingénieurs du son américain ont réalisé des tromperies magistrales qui ont complètement trompé l'Allemagne nazie sur les mouvements et la force des Alliés.
Sélectionnés pour leurs prouesses intellectuelles, avec un QI moyen de 119, ces hommes ont utilisé leur créativité pour créer désillusions si convaincantes qu'elles ont changé le cours de la guerre. Leur histoire est restée un secret bien gardé pendant plus de 50 ans après la guerre, avant d'être finalement déclassifiée en 1996. L'arsenal de l'armée fantôme comprenait des leurres gonflables, de fausses transmissions radio et des haut-parleurs diffusant des effets sonores, leur permettant de simuler une force 30 fois supérieure à leurs effectifs réels, tout en opérant à seulement 400 mètres des lignes de front. Fidèle à son nom, l'armée fantôme a mené ses opérations sous le couvert de la nuit. Les experts en camouflage utilisaient avant des compresseurs à essence pour gonfler des chars en caoutchouc, des jeeps, des camions, des pièces d'artillerie et des avions que les artistes peignaient ensuite méticuleusement pour leur donner une apparence suffisamment authentique pour tromper les reconnaissances aériennes nazies. Les spécialistes radio envoyaient des communications trompeuses, imitant même le style unique des opérateurs. Pour crédibiliser leurs fausses informations, les ingénieurs du son diffusaient des sons préenregistrés d'exercices et de mouvements militaires via d'énormes haut-parleurs, audibles jusqu'à 24 km de distance dans certains cas. Cette combinaison de techniques visuelles, auditives et de communication permettait à l'armée fantôme d'exécuter ces tromperies avec une efficacité déconcertante. Numéro 15. L'escadron perdu. Le déploiement de drones marque une avancée majeure dans la recherche d'avions perdus dans des régions impitoyables et inaccessibles, comme les vastes étendues de glace du Groenland. C'est une tâche ardue, sachant qu'un avion peut être enseveli sous des centaines de mètres de glace. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la périlleuse route de la boule de neige, traversant l'Atlantique Nord jusqu'en Angleterre, a fait de nombreuses victimes, des centaines d'avions américains faisant des escales périlleuses au Groenland pour se ravitailler en carburant au milieu de violentes tempêtes de neige. Tragiquement, environ 10% de ces avions se sont écrasés, et même les missions de sauvetage ont parfois connu le même sort. L'un de ces appareils au destin tragique était le Lockheed P-38 Lightning, un chasseur polyvalent qui excellait dans divers rôles, notamment comme chasseur-bombardier, chasseur de nuit et chasseur d'escorte à long rayon d'action, grâce à sa polyvalence dans les réservoirs largables. 70 ans après sa disparition, une équipe de la Fondation américaine pour le rapatriement des victimes disparues a utilisé une technologie de pointe pour retrouver l'un des 6 P-38 et 2 B-17 de Lockheed, contraint de s'écraser en juillet 1942 en raison de conditions météorologiques difficiles alors qu'il faisait les routes vers l'Islande. Si les membres d'équipage ont été secourus, les avions ont été abandonnés, progressivement engloutis par la glace et la neige incessante. Numéro 14, la montre d'Hiroshima qui s'est arrêtée à 8h15. L'heure de 8h15 a une signification plus que symbolique. Elle représente un héritage durable de souffrance pour les victimes, leurs familles et leurs descendants touchés par le bombardement atomique d'Hiroshima. L'impact dévastateur de ce jour fatidique, le 6 août 1945, résonne encore aujourd'hui. Des dizaines de milliers de personnes portant encore les cicatrices de certains de cette tragédie. Ce lundi matin, ensoleillé, la vie à Hiroshima fut brutalement bouleversée, lorsqu'une petite bombe atomique, d'une puissance éclipsée par les arsenaux nucléaires modernes, fut larguée d'un ciel dégagé, tuant environ 140 000 personnes avant la fin de l'année, marquant à jamais 8h15 dans l'histoire, rappelant les horreurs de la guerre nucléaire. C'est pourquoi une montre retrouvée à Hiroshima, s'arrêtant à 8h15, heure exacte de l'explosion de la bombe atomique, a attiré l'attention de millions de personnes. Cet objet rare, témoignage poignant de cet événement catastrophique, a été retrouvé au milieu des destructions causées par la première bombe atomique. Malgré son apparence fondue, les aiguilles de la montre restèrent immobiles, suspendues dans le temps. Selon RR Auction, la montre a été récupérée par un soldat britannique en mission humanitaire pour apporter une aide d'urgence au lendemain du bombardement. Elle a ensuite été vendue aux enchères avec d'autres objets historiques, offrant un aperçu unique des événements tragiques de cette journée fatidique. Numéro 13, lançant la machine Enigma. La machine Enigma, un dispositif de chiffrement légendaire utilisé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, était le symbole ultime de la supériorité cryptographique. Ces mécanismes complexes et ces réglages complexes permettaient un nombre impressionnant de possibilités de codage, des milliards et des milliards, rendant le déchiffrement des messages codés apparemment impossible pour les nations rivales.
Pendant un temps, le code Enigma semblait inviolable, une formidable barrière protégeant les communications militaires allemandes des regards indiscrets. Cependant, le génie d'Alan Turing et de son équipe de chercheurs allait finalement percer les secrets d'Enigma. En exploitant de subtiles faiblesses dans l'implémentation du code et en accédant aux précieux livres de codes allemands, ils ont conçu une machine révolutionnaire connue sous le nom de Pond Bombe. Cet ingénieux dispositif a permis aux Alliés de déchiffrer même les codes Enigma les plus résistants, obtenant ainsi un avantage stratégique considérable. De nombreux historiens considèrent dans le décryptage d'Enigma comme le triomphe le plus important des puissances alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. En déchiffrant les communications allemandes, les Alliés ont pu anticiper et empêcher de nombreuses attaques, sauvant ainsi d'innombrables vies et modifiant le cours de la guerre. Pourtant, faisant preuve d'une remarquable retenue stratégique, les Alliés ont été contraints de laisser certaines attaques se dérouler, de peur que les nazis ne soupçonnent que leurs communications avaient été compromises. Ce délicat exercice d'équilibre a permis aux Alliés de conserver leur avantage tout en évitant de prévenir leurs ennemis. Numéro 12. 8 avions de chasse britanniques Hurricane retrouvés en Ukraine. Un char nazi disparu a été exhumé de sa tombe après près de 80 ans, révélant le seul Panzer de P, ce type encore existant au monde. Pendant des décennies, des légendes locales ont raconté que les nazis avaient perdu plusieurs chars en battant en retraite sur la rivière Czarna-Nida, près de Bieleki Młyny, dans le sud de la Pologne, en 1945. Ces légendes se sont confirmées lorsque 2 panzers incomplets ont été retirés de la rivière, respectivement en 1990 et 1903. Pourtant, l'histoire racontait qu'il en existait un autre. Ce véhicule a maintenant été retrouvé, et des passionnés d'histoire ont mis au jour une berger-pente unique. Un char tractant des chars, peut-être le dernier du genre, et ce véhicule pourrait valoir une fortune. Le Berger Panther fut introduit en 1943 en raison des difficultés rencontrées par les nazis pour récupérer leurs chars perdus. Jusque-là, ils peinaient à récupérer leurs panzers avec des camions, et les autres chars étaient interdits d'assistance de peur de perdre les 2 véhicules. Le Berger Panther, cependant, était doté d'un treuil capable de tirer des chars encore plus lourds et d'un blindage suffisant pour opérer sous le feu ennemi. L'historien local Konrad May a déclaré que 5 bergers panthères de ce type étaient stationnés dans la région dès la fin 1944, où la 16e division blindée nazie attendait une attaque soviétique. Mais à la mi-janvier 1945, les Allemands se retrouvèrent encerclés et, pressés de battre en retraite, certains tentèrent de traverser la Tsarna-Nida sans trouver de pont. Numéro 11. La bombe atomique secrète soviétique. Sous le voile du secret, le projet soviétique de bombe atomique naquit. Il s'agissait d'un projet de recherche et développement classifié, autorisé par Joseph Staline, visant à exploiter la puissance des armes nucléaires pendant les années tumultueuses de la Seconde Guerre mondiale et au-delà. Bien que les scientifiques soviétiques aient envisagé la possibilité d'une bombe atomique tout au long des années 30, proposant même un plan concret en 40, le programme resta en sommeil jusqu'à l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie en 1941. Ce moment charnière galvanisa la détermination de Staline et le projet fut propulsé au premier plan des priorités soviétiques. Après les bombardements atomiques dévastateurs d'Hiroshima et de Nagasaki, la détermination de Staline s'intensifia et le programme fut poursuivi avec une ferveur inébranlable. Grâce à des renseignements astucieux, les soviétiques exploitèrent le projet d'armes nucléaires allemand et le projet Manhattan américain, accélérant ainsi leurs propres recherches et développement avec une rapidité et une agilité remarquables. Cela marqua le début de l'ascension de l'Union soviétique comme superpuissance nucléaire, transformant à jamais le paysage mondial. Par une initiative audacieuse, l'Union soviétique renforça ses ambitions nucléaires en recrutant des scientifiques allemands capturés et en exploitant les renseignements recueillis par des espions. Cette combinaison stratégique d'expertise et d'espionnage aboutit à un exploit révolutionnaire. La détonation réussie de leur première arme nucléaire le 29 août 1949 sur le site d'essai secret de Semipalatinsk 21 au Kazakhstan. Staline, aux côtés de responsables et de scientifiques soviétiques, se réjouit de ce triomphe, marquant un tournant dans la course aux armements nucléaires. L'émergence de l'Union soviétique comme puissance nucléaire provoqua une onde de choc dans tout le monde occidental, en particulier aux États-Unis,
plongeant la région dans une période de malaise sans précédent. À partir de 1949, les Soviétiques se lancèrent dans un programme de fabrication et d'essai d'armes nucléaires à grande échelle, entouré de secrets. Pendant la guerre froide, l'Union soviétique établit un réseau d'au moins 9 villes clandestines, baptisées Atomgrad, où la recherche et le développement nucléaire prospérèrent. Ces villes fermées ou restées interdites au public, leur nom de code cryptique masquant leur véritable fonction. Après la dissolution de l'Union soviétique, elles ont abandonné leur nom d'origine pour adopter des appellations plus anodines, mais leur accès reste restreint à ce jour, réservé aux visiteurs étrangers munis d'un permis spécial. Numéro 10. La redécouverte du sous-marin allemand U-550. Au plus profond des mers, un secret est resté caché pendant près de 7 décennies. Le sous-marin allemand U-550, un redoutable sous-marin de la Seconde Guerre mondiale, s'était glissé silencieusement dans les ténèbres, son sort demeurant un mystère. Construit au chantier naval Deutsche Werft de Hambourg en 1942, le navire avait participé à la guerre avant de disparaître. Mais le 23 juillet 2012, une équipe de plongeurs intrépides menée par l'infatigable Joe Maserini a découvert l'épave disparue depuis longtemps au large des côtes du Massachusetts. Grâce à un sonar latéral, ils ont découvert le dernier lieu de repos du U-550 à 91 mètres de profondeur, à 130 km au sud de Nantucket. Cette découverte a marqué l'aboutissement d'années de recherche et témoigne de l'attrait indéfectible des profondeurs. Le destin du sous-marin allemand U-550 est une histoire d'audace et de tromperie qui se joue dans les profondeurs obscures de l'océan. Le 16 avril 1944, au sud de l'île de Nantucket, le sous-marin fit mouche en ciblant le convoi CU-21 en provenance de New York et à destination de la Grande-Bretagne. Le SS Pan Pennsylvania, un pétrolier colossal, était de rester à la traîne, faisant de lui une proie facile pour les torpilles de l'U-550. Alors que le pétrolier prenait feu et entamait sa descente dans les abysses, l'U-550 plongea sous sa coque, cherchant refuge face à la contre-attaque imminente des escorteurs du convoi. Mais en vain. L'U-550 succomba à la pression écrasante des profondeurs, sa coque d'acier se déformant tandis qu'il s'enfonçait dans les eaux sombres et glacées de la mer, glissant silencieusement sous la surface, perdu dans l'oubli. La mer glissant silencieusement sous la surface, perdue au fil des siècles. Numéro 9, le train d'or nazi. Une énigme vieille de plusieurs décennies continue de fasciner les chasseurs de trésors comme les historiens. Le train d'or nazi. Cette locomotive légendaire dont on dit qu'elle contenait un trésor d'or, d'œuvres d'art précieuses et d'objets de valeur inestimable, aurait été cachée par des nazis en fuite à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Selon la légende, le train aurait été dissimulé dans un tunnel ferroviaire scellé ou une mine du centre de Süditz attendant d'être découvert. Malgré de nombreuses expéditions et recherches depuis 1945, notamment celles menées par l'armée polonaise pendant la guerre froide, aucune preuve n'a été mise au jour pour confirmer l'existence du train. Les historiens rejettent en tube cette histoire comme une simple fantaisie, mais nombreux sont ceux qui restent donc convaincus que le train d'or nazi cache toujours ses trésors, attendant d'être découvert par un détective déterminé. Cependant, en 2015, une affirmation sensationnelle a provoqué une onde de choc dans le monde entier. Piotr Koper et Andreas Richter ont annoncé avoir localisé l'insaisissable train d'or nazi grâce à un géoradar. Le duo a décrit un train de 98 mètres de long composé de plusieurs wagons, prétendument remplis d'armes et de munitions pour la machine de guerre nazie. Cette révélation a déclenché une chasse au trésor aux enjeux considérables, attirant l'armée polonaise, des représentants de l'État et des investisseurs privés. Mais l'enthousiasme a été de courte durée. Les fouilles ont été interrompues lorsque l'anomalie présumée s'est avérée être une formation géologique naturelle. Loin de se laisser décourager, un groupe de passionnés saisit l'occasion de faire revivre la légende. Ils construisent une réplique grandeur nature d'un train blindé nazi, espérant en faire un pôle d'attraction touristique. Bien que le train original soit toujours perdu, son charme continue de captiver l'imagination de nombreux visiteurs. Numéro 8. Le pigeon voyageur des nazis. Une découverte étonnante, un message cryptique de la Seconde Guerre mondiale a été exhumé dans un endroit des plus improbables, attaché au squelette d'un pigeon voyageur, retrouvé coincé dans une cheminée anglaise. Cette découverte remarquable a été faite par David Martin, un propriétaire de Bletchingley, dans le Surrey, alors qu'il rénovait sa cheminée.
Martin a qualifié cette découverte d'incroyable, et pour cause, le message du pigeon pourrait bien renfermer des secrets de l'un des moments les plus marquants de l'histoire. Les théories abondent sur le dernier voyage du pigeon. Certains pensent qu'il s'envolait de derrière les lignes ennemies, peut-être de la France occupée par les nazis lors du débarquement, et se dirigeait vers Bletchley Park, principal centre de décryptage britannique pendant la guerre. D'autres suggèrent que l'oiseau s'est simplement perdu, désorienté par le mauvais temps ou épuisé après sa traversée périlleuse de la Manche et a trouvé refuge dans la cheminée de Martin. L'utilisation de pigeons voyageurs pendant la Seconde Guerre mondiale était un aspect crucial de la communication militaire. Plus de 250 000 pigeons étaient employés par le Service national des pigeons. Ces messagers à plumes ont joué un rôle essentiel dans la transmission de messages top secrets, souvent dans des conditions périlleuses. Les décrypteurs du gouvernement travaillent sans relâche pour déchiffrer le message retrouvé dans la cheminée de Martin. À ce jour, ils ont déterminé que le message provient du sergent William Stott et remonte à 70 ans. Numéro 7, V2. Le missile pionnier qui a révolutionné la guerre au cœur de la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, une fusée révolutionnaire émergea de l'ombre du programme d'armement secret de l'Allemagne nazie. Le V2. Nom de code, Agrégate 4, cette merveille à propergol liquide fut le premier véhicule fusée à grande échelle au monde, ouvrant la voie à l'ère des missiles balistiques à longue portée et jetant les bases des lanceurs modernes. Surnommé arme de la vengeance 2 par le ministère nazi de la propagande, le Fond 2 annonçait la terreur qui s'abattit sur le monde en novembre 1944. Lancé depuis des plateformes mobiles, ce formidable missile offrait une portée d'environ 320 km et une ogive dévastatrice d'1 tonne. Cependant, le développement du V2 eut un prix. La vie d'au moins 10 000 travailleurs des camps de concentration qui travaillèrent dans des conditions brutales pour mettre au point cette arme. Avec une vitesse et une furtivité sans précédent, la fusée V2 s'abattit sur ses cibles, brisant le silence dans un fracas assourdissant. Son arrivée supersonique ne fut annoncée qu'après l'impact. La charge utile dévastatrice, une ogive explosive d'1 tonne, laissa une marque permanente, brisant des vitres, renversant des murs et creusant un immense cratère dans le paysage urbain. Cette arme pionnière annonça une nouvelle ère de la guerre, caractérisée par des destructions rapides et inattendues. L'héritage du V2 s'étend bien au-delà de ses origines militaires, car chaque missile balistique à longue portée développé depuis 1944 s'appuie sur ses fondations révolutionnaires. De plus, la technologie qui permit aux nazis de semer la terreur au cœur de Paris et de Londres allait paradoxalement aussi propulser la plus grande réalisation de l'humanité. Le premier homme sur la Lune en 1969, juillet 1969. Cependant, les ambitions nazies faillirent être anéanties lorsque la Royal Air Force lança un important bombardement sur Peenemünde, soupçonnant l'endroit d'être le centre de production de fusées. Bien que le raid n'ait été que partiellement couronné de succès, il a contraint le régime nazi à délocaliser son projet prioritaire vers l'usine souterraine de Middelburg, nichée dans les montagnes du Harz à Nordhausen, la protégeant ainsi de nouvelles attaques alliées. Numéro 6, chemin de fer Siam-Birmanie. Au cœur de l'Asie du Sud-Est se trouve un témoignage poignant de la brutalité de la guerre. Le tristement célèbre chemin de fer birmane, aussi appelé Chamadala Fonsidaret, on est chemin de fer de la mort. Ce tronçon de 415 km de fer et d'acier, construit entre 1940 et 1943, relie Bampong, en Thaïlande, à Tanbu Zayat, au Myanmar, et est chargé d'une sombre histoire de travail forcé, de souffrances et de mort. La poursuite incessante de l'expansion de l'Empire japonais pendant la Seconde Guerre mondiale a motivé la construction de cette ligne, alimentée par la sueur et le sang de plus de 250 000 civils d'Asie du Sud-Est et de 12 000 soldats alliés qui ont peiné dans des conditions inhumaines. La véritable horreur du chemin de fer de la mort réside dans son terrible bilan. On estime à 345 000 le nombre de vies perdues, avec des taux de mortalité comparables à ceux du tristement célèbre camp de concentration d'Auschwitz. Les travailleurs tamouls, malais, chinois et autres civils originaires de Malaisie ont subi des épreuves inimaginables, leur corps étant usé par l'impitoyable environnement de la jungle et les exigences incessantes de leurs ravisseurs. Aujourd'hui, seul un vestige obsédant de la voie ferrée subsiste. Un tronçon de 130 km en Thaïlande, toujours en service, avec des trains circulant jusqu'à Nam Tok, au nord. Place à la sélection des abonnés du jour.
Alors que nous explorons l'histoire captivante de la Seconde Guerre mondiale, une découverte surprenante fait surface. En Allemagne de l'Est, une équipe de construction a exhumé les restes d'au moins 21 soldats de l'armée rouge soviétique, 72 ans après la fin de la guerre. La découverte a été faite à Silo, une ville proche de Berlin, lors de la construction d'une piste cyclable. Joachim Kozlowski, de l'association Volksbund, qui s'occupe des sépultures de guerre, soupçonne que d'autres restes pourraient être cachés. Les experts vont maintenant s'efforcer d'identifier les soldats probablement morts lors des féroces batailles finales pour Berlin. Quelles histoires ces soldats ont-ils emportées dans leurs tombes? Quels autres secrets de la Seconde Guerre mondiale restent-ils cachés? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Revenons maintenant à notre vidéo. Numéro 5, la bombe ballon. Notre découverte suivante fut un échec cuisant, une découverte qui ne tint pas ses promesses. Malgré de grands espoirs et une grande anticipation, elle se révéla être un échec cuisant. Le Fugo, une bombe ballon portée par les vents du Pacifique, était une arme unique et terrifiante que le Japon utilisa contre les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces boules de papier remplies d'hydrogène, transportant une charge mortelle d'engins incendiaires et une bombe hautement explosive, furent emportées au-dessus de l'océan par le puissant courant G, un courant d'air de haute altitude. Grâce à un système sophistiqué de lest par sac de sable pour les maintenir en l'air, les ballons incontrôlés dérivèrent menaçants vers l'Amérique du Nord. Afin de semer le chaos et la destruction, l'armée impériale japonaise lança un barrage de 9300 bombes-ballons entre novembre 1944 et avril 1945, les lançant depuis la côte de Honshu vers l'Amérique du Nord. Ce sinistre plan visait à déclencher de vastes incendies de forêts et à semer la panique. Le projet échoua en raison des conditions météorologiques humides qui empêchèrent les bombes de déclencher des incendies. À la mi-avril 1945, les ressources japonaises étaient épuisées, le papier et l'hydrogène se faisant rares, et l'armée manquait de preuves concrètes que ces ballons atteignaient leur cible, et encore moins causaient des dégâts. Lorsque le Japon capitula le 15 août 1945, tous les documents relatifs au programme Fugo furent délibérément détruits, conformément à une directive publiée le même jour, effaçant ainsi la trace officielle de l'arme secrète. Des vestiges de ces bombes-ballons ont été retrouvés en Amérique du Nord au fil des ans, notamment en 2014 et 2019. De nombreux musées aux États-Unis et au Canada conservent aujourd'hui des fragments de ces mystérieux ballons, témoins des tactiques innovantes et sinistres employées pendant la guerre. Numéro 4, la colossale forteresse souterraine des nazis. Caché sous les anciennes montagnes de la Chouette en Pologne, le projet RAS témoigne de l'une des entreprises militaires les plus vastes et les plus ambitieuses de la Seconde Guerre mondiale. Cet immense réseau de tunnels souterrains fut conçu et construit par les nazis entre 1943 et 1945, avec des murs renforcés d'acier et de béton pour résister aux ravages du temps. Cependant, à l'approche de la fin de la guerre, les nazis abandonnèrent le projet, le laissant inachevé. La légende du projet RIS commence avec la recherche désespérée par les Allemands d'un lieu sûr pour se protéger des bombardements alliés incessants. Après avoir évalué différents sites, les montagnes de la Chouette s'avérèrent la forteresse idéale grâce à leur composition rocheuse dure, offrant une protection inégalée contre les raids aériens. La construction de ce colossal labyrinthe souterrain fut réalisée par des travailleurs forcés, des prisonniers de guerre et des détenus des camps de concentration, dont beaucoup périrent de maladies et de malnutrition. Malgré son histoire sombre, le projet RIS demeure un vestige fascinant et inquiétant de l'ingénierie de guerre, entouré de mystères et d'intrigues. Numéro 3, piste d'atterrissage de Blue East 2. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses bases aériennes militaires du Groenland ont été désertées, laissant derrière elles tout leur matériel. La base aérienne militaire abandonnée de Blue East 2 en est un exemple notable, avec ses vestiges comprenant des milliers de fûts de carburant vides, des piles de métal tordues et des véhicules rouillés, témoignage de l'ancienne vie du site en tant que centre d'activité militaire animé. En 2019, un important projet de réhabilitation de la zone a débuté. Au total, 33 786 vieux fûts ont été découverts, bien que ce chiffre soit considéré comme une sous-estimation en raison de divers facteurs. Entre 2019 et 2022, plus de la moitié de ces fûts ont été retirés de la zone. Blue East 2, situé sur la côte est du Groenland le long du canal d'Ikatek, est entouré de mystères.
Une documentation tridimensionnelle du site a révélé des artefacts fascinants, notamment des camions vieux de 80 ans aux pneus gonflés et équipés de chaînes à neige. Cette base n'est qu'une des plus de 30 installations militaires américaines abandonnées au Groenland, datant de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide. Pour les Groenlandais, ces bases délabrées sont un souvenir amer d'accords conclus sans leur consentement. Le Groenland n'a obtenu une autonomie partielle du Danemark qu'en 1979, et elle représente des dangers potentiels pour leur mode de vie. De nombreux Groenlandais vivent de la chasse et de la pêche, et l'ampleur de la pollution reste inconnue, ce qui représente une menace pour leur environnement et leur santé. Numéro 2. Avion de chasse britannique Hurricane. Une découverte stupéfiante, les restes rouillés de 8 avions de chasse britanniques Hurricane de la Seconde Guerre mondiale ont été mis au jour dans une forêt ukrainienne. Ces avions faisaient partie d'une importante aide militaire envoyée par la Grande-Bretagne à l'Union soviétique après l'invasion de l'Allemagne nazie en 1941. Financée par les États-Unis dans le cadre du programme Pré-Bail, cette aide reflète une législation similaire actuelle qui soutient l'Ukraine face aux forces russes. Les experts en aviation sont stupéfaits par cette découverte, qui marque la première fois qu'un si grand nombre d'ouragans sont découverts. En Ukraine. Entre 1941 et 1944, environ 3000 Hurricanes furent déployés pour soutenir l'effort de guerre soviétique. La plupart furent détruits au combat ou démantelés, mais certains furent délibérément démantelés et enterrés pour éviter tout remboursement aux États-Unis, l'Union soviétique étant tenue de payer tout matériel militaire intact donné après la guerre. Les 8 Hurricanes, retrouvés au sud de Kiev, aujourd'hui capitale de l'Ukraine indépendante, furent enfouis sous les bois après leur obsolescence. Initialement, plusieurs escadrons de Hurricane de la Royal Air Force furent déployés dans l'Arctique pour soutenir l'Union soviétique, mais les avions furent finalement remis aux aviateurs soviétiques, qui les trouvèrent sous-motorisés, sous-armés et sous-protégés. À la fin de la guerre, ces appareils furent principalement relégués à des rôles de défense aérienne, protégeant des nœuds de transport cruciaux, tels que les gares et les carrefours. Aujourd'hui, seuls 14 Hurricanes restaurés seraient en état de vol dans le monde, faisant de cette découverte un lien extraordinaire avec une époque révolue de l'histoire de l'aviation. Numéro 1, les opérations secrètes de pillage d'œuvres d'art, menées par les nazis. L'avidité inexorable des nazis a atteint des sommets sans précédent pendant leur règne de terreur, pillant systématiquement les trésors de l'Europe à une échelle industrielle. Ce pillage, une campagne méticuleusement organisée, a ravagé les pays européens, les biens juifs étant leur cible principale dès 1933, annonçant brutalement la Shoah. Sous couvert de protection des œuvres d'art, les nazis ont déployé des unités de la Kunstschutz pour saisir des objets culturels inestimables, notamment des chefs-d'œuvre d'artistes emblématiques comme Van Gogh, Picasso et Chagall, ainsi que de l'or, de l'argent, des devises et d'autres objets trop précieux. Cet appétit insatiable pour le pillage a conduit au vol de trésors culturels irremplaçables, laissant une marque durable sur le patrimoine culturel mondial. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le programme allié pour les monuments, les beaux-arts et les archives, connu sous le nom de Monument Men, a réussi à récupérer de nombreuses œuvres d'art pillées par les nazis. Cependant, de nombreuses œuvres restent introuvables, soit disparues, soit restituées à leur pays d'origine, mais pas à leurs propriétaires légitimes. Des efforts internationaux sont actuellement déployés pour identifier et rapatrier ces trésors volés, avec pour objectif ultime de les réunir à leurs propriétaires d'origine, à leurs descendants ou à leur pays d'origine. L'ampleur stupéfiante du pillage nazi est révélée par le fait qu'environ 20% des œuvres d'art européennes ont été volées, laissant plus de 100 000 pièces à restituer à leurs propriétaires légitimes. Parmi ces trésors encore entourés de mystères figurent un des objets du quotidien modestes mais précieux, porcelaine délicate, cristal étincelant et argent sterling, arrachés à leurs propriétaires légitimes. Les répercussions de ce pillage à grande échelle se font encore sentir. Des dizaines de milliers d'œuvres d'art sont toujours perdues, leur localisation inconnue, rappelant de manière saisissante l'impact dévastateur de la cupidité nazie sur le patrimoine culturel européen. Merci de votre visite. À bientôt pour notre prochaine vidéo.